Donc, on va commencer. Je reviens juste sur une courte présentation. Effectivement, ce livre, c'est la 6e édition. Il a 10 ans, en fait, ce livre. Pour vous dire, ça fait un moment qu'on est sur... ce livre a été issu, en fait, d'une expérience. Moi, j'ai travaillé, en fait, une vingtaine d'années en tant que responsable RH, avec une spécialité sur la rémunération. Et à l'époque, je travaillais dans une société américaine et j'ai surtout appris beaucoup, en fait, par le biais du Québec, qui était très en avance sur la rémunération et les avantages sociaux, on va dire fin des années 90, début 2000. D'accord ? Donc moi, mon expérience, elle provient vraiment de ça. J'ai travaillé à l'international, donc défendu en fait des politiques de rémunération près de comités internationaux, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, il existe plein de bouquins en anglais, mais en français, il n'y avait rien. Donc c'était ça. Et Gérézo m'a accompagnée en fait dans cette aventure. Et c'est une belle aventure parce que ça fait 10 ans que ça dure et c'est un livre qui se vend bien. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai voulu me faire accompagner. Alors, j'ai pas invité Virgile par hasard. Virgile, en fait, je l'ai interviewé dans la dernière édition du livre. Parce qu'on a, pour la 6e édition, on a quand même remanié beaucoup le livre pour pouvoir le faire coller à quelque chose de plus proche de l'existant. Avec toujours cet esprit de guide pour les nuits, entre guillemets, hein, de vraiment de parler des fondamentaux. Et ce qui m'intéressait de pouvoir interviewer Virgile à l'époque, c'était de montrer en fait un aspect des rémunérations un peu innovant, on va dire contemporaine. Voilà, donc je vais laisser Virgile se présenter. Ouais, merci beaucoup Sophie. J'ai eu la chance d'être interviewée en effet pour la 6e édition de l'ouvrage de Sophie. Moi, je suis Virgile Ringard, donc. Moi, j'ai fait 11 ans de ressources humaines. J'ai commencé dans la rémunération dans un groupe très français, ST Microelectronics dans le sud, Aix-en-Provence. Et après, j'ai eu des postes RH généralistes par la suite. Et il y a 4 ans, j'ai voulu créer Figure parce que j'aime à dire que j'ai essayé de créer, donc je tente encore de créer l'outil que j'aurais rêvé d'avoir à l'époque où j'étais RH. Parce que j'étais frustré déjà, j'avais 2 frustrations à l'époque. Le manque d'outils. Je trouvais que la rémunération était restée un parent pauvre des ressources humaines en termes d'outillage, comparé à plein d'autres domaines où on a vu des outils émerger. Et j'étais un peu frustré aussi par l'état des données de marché, les fameux benchmarks de marché, et la manière dont, on en parlait un peu tout à l'heure, elles n'ont pas changé, je pense, en 20, 30 ou 40 ans dans la manière de fonctionner. Et donc j'ai créé Figure il y a 4 ans, on est une plateforme de gestion de la rémunération, on fait pas mal de choses, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Et aussi, parce que ça va être un peu la teinte d'une partie de mes interventions, moi je viens, c'est Sophie l'expert. Moi j'en ai en petite touche. Ma teinte, ma dominante à moi depuis quelques temps, depuis 2-3 ans maintenant, depuis la création de Figure, c'est l'arrivée prochaine de la transparence des rémunérations qui hante mes journées et mes nuits et qui, à mon avis, va changer pas mal de choses dans la rémunération et pas que le côté transparence, on va en parler un peu dans certains axes. Et donc, je m'amuse aussi, loin d'avoir les talents de Sophie, à faire aussi, j'ai ma newsletter maintenant, je suis à la 15e édition de ma newsletter, la conversation, un jeu de mots entre compensation et conversation. C'est scénarisé, hein, quand même. C'est bien scénarisé. J'aime quand elle se veut accessible plus accessible qu'en effet le livre de Sophie pour essayer d'amener le sujet de ça ressemble à quoi la rémunération de demain avec cet angle des transparences et transparence des rémunérations à venir. Voilà, donc merci beaucoup Virgile. Donc là, je vais commencer tout d'abord par les seniors. Quand on parle des seniors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de se dire c'est quoi un senior en fait, parce qu'aujourd'hui tout le monde en parle, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, il n'y a pas de réelle définition. Donc je suis allée chercher dans le monde du travail, en gros dans les entreprises, on considère un senior à partir de 50 ans. Voilà. Il y a eu quelques articles qui parlaient de 45 ans, mais je me dis il faut quand même pas exagérer. On va quand même passer à 50 ans, sinon on va passer du berceau à la maison de retraite. Donc voilà, donc je me suis arrêtée à 50 ans. Souvent en RH, donc si vous êtes RH, on parle de la deuxième partie de carrière. Hein, on entend beaucoup ce genre de formulation. Il y a quand même un article de loi, mais qui est surtout essentiellement utilisé plutôt pour tout ce qui est indemnisation chômage, en fait, tout ce qui se gère au niveau d'un salarié qui serait plutôt en inactivité, qui perdrait son travail. Et là, on parle de 57 ans. Je rappelle quand même que la notion de senior, à la base, c'était un mot anglais qui s'opposait à junior, où là, ça identifie clairement pas un âge, mais un niveau d'expérience et de seniorité dans le sens vraiment d'ancienneté et d'expérience et d'expertise, je dirais. Donc ça, il faut pas le perdre de vue. Je pense que c'est dommage qu'on a perdu de vue un peu cette définition parce que c'est quand même celle-là qui est à prendre. Et je trouvais intéressant, il y a un article qui disait, faut quand même, c'est un peu fou parce que la langue française est tellement riche, on n'utilise qu'un mot pour désigner un senior, c'est-à-dire un salarié de 50 ans actif et quelqu'un qui est en EHPAD.
Donc, on utilise le même mot. Donc, on se dit peut-être qu'il va falloir qu'on progresse au niveau sémantique, parce qu'effectivement, là, il y a quand même un problème. La deuxième chose que j'ai regardé deux choses. J'ai regardé le taux d'activité des seniors, parce que ça, c'est un grand sujet de nos différents gouvernements, on va dire. Parce que c'est vrai que plus on va reculer l'âge de la retraite, plus on va se poser la question, oui, mais si déjà on met les gens dehors à 57 ans et qu'il faut aller jusqu'à 67, c'est quand même 10 ans. Donc, se pose la question de l'activité. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, on n'est pas très bon. Ça, c'est important au niveau, on va dire, référencement international. Et puis après, j'ai essayé de regarder au niveau français. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, on se rend compte que le problème du taux d'activité des seniors se pose essentiellement sur la tranche des 60-64 ans, où là, il y a vraiment, on va dire, une déperdition très importante. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que, en fait, c'est pas une volonté des gens en tant que telle. C'est vraiment lié à une culture. Donc, voilà, j'ai pris aussi cette citation, je trouvais intéressant. Aujourd'hui, c'est une plateforme de recrutement des seniors. Et une des choses qui dit, bah, effectivement, on a créé une culture où pendant pas mal d'années, on a mis les gens dehors très tôt. On était sur des départs à 50, 52 ans. Alors ça existe quasiment plus, on va dire, en tant que tel. Mais c'est vrai que ça a créé une culture où moi j'ai 55 ans, je pense déjà à préparer ma retraite. On est dans cet état d'esprit, alors qu'on est, moi je me trouve quand même, dynamique, expérimentée, etc. Je pense que j'ai encore ma place sur le marché du travail, mais la culture fait que je pense déjà à partir. Donc ça, c'est quand même un souci pour les entreprises, c'est que il y a cette espèce de culture. Donc on est face en fait à une culture du départ précoce. Et ça, moi j'ai encore des gens autour de moi qui partent à 54, 55 ans. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils s'ennuient quand ils arrivent, ils sont chez eux. Ils sont super contents au départ, et puis au bout de quelques mois, ils s'ennuient. Un autre phénomène dont on ne parle pas du tout, là, je vais casser l'ambiance tout de suite, mais en fait, faut savoir que quand on part à la retraite, il y a un taux de décès très important, puisque les gens, en fait, perdent cette reconnaissance sociale, cette existence sociale. Et il y a des gens qui le préparent bien et d'autres qui le préparent moins bien. Et du coup, c'est vrai que ça peut générer ce genre de problème. Donc là, on est vraiment sur cette culture aujourd'hui. Moi, je pose deux questions ce soir. C'est comment on va faire pour motiver les seniors à rester. Par exemple, c'est un gros problème dans l'éducation nationale, typiquement. Aujourd'hui, on aimerait bien que certains profs restent parce qu'on a des problèmes de recrutement, etc. Mais à votre avis, vu l'ambiance en ce moment, est-ce que vous pensez qu'ils ont envie de rester? Pas trop. La deuxième question, c'est comment faire pour sensibiliser les entreprises, de leur dire qu'il y a quand même une opportunité pour eux de recrutement au sein de leur population senior. Comment on peut leur faire comprendre ça? Donc, je suis vraiment partie sur ces deux problématiques-là. Après, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'actualité, mais en fait, suite à la réforme retraite, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement, en fait, a fait une réforme retraite dont on a beaucoup entendu parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont descendus dans la rue, etc. Mais il y a une autre partie de la réforme dont on n'a pas parlé, c'est que justement, le gouvernement avait mis en place, avait écrit des textes pour pouvoir, en fait, justement s'occuper de ce problème de taux d'activité et de pouvoir faciliter, en fait, soit les embauches, ou soit les gens qui étaient en poste, de pouvoir avoir des mesures qui pouvoir les motiver. Donc, on avait parlé d'un index senior, on a parlé de pas mal de choses du CDI senior, etc. Et alors, je dis juste une petite boutade, mais j'ai mis un article où il y a à l'époque, Bruno Le Maire parlait de l'index senior. Puis à un moment donné, gentiment, il y a un journaliste qui lui dit « Vous savez, en fait, la loi, elle n'est pas passée. On veut juste vous le dire, quoi. » Et ça faisait 1 heure qu'il parlait de l'index senior. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, au niveau gouvernemental, et là, c'est pas vraiment un jugement politique, c'est un constat, c'est qu'en fait, il y a eu plein de mesures, il y a plein d'idées, mais ça n'a pas été voté. Et en février, en fait, on est passé à ce qu'on appelle le nouveau pacte de la vie au travail, où ça a été négocié, en fait, entre les syndicats et le patronat. Et aujourd'hui, je crois que l'accord a été signé la semaine dernière, et personne n'est vraiment content, en fait, de ce qui s'est passé, parce que le CDI senior n'est pas passé. Il a été transformé dans quelque d'autres choses qui n'apportent pas satisfaction au patronat, puisqu'il n'y a pas d'exonération sociale ou de façon très, très faible. Et de l'autre côté, il y avait une vraie volonté, en fait, ce qui était assez intéressant au niveau, moi je trouve que c'était ce qui était le plus intéressant au niveau syndical, c'était de mettre des mesures pour faciliter la reconversion professionnelle, puisque c'est là qu'on a des opportunités aussi de récupérer, en fait, de la main-d'œuvre qui peuvent être expérimentées. Et là aussi, les passerelles sont négociées au niveau plutôt des accords de branche et au niveau des accords d'entreprise que plutôt au niveau de la loi. Donc ça va se faire lentement, doucement. Il prévoit que les mesures, si elles se mettent en place, ça sera que 2027. Donc on a encore du temps.
Donc voilà, donc, et alors la question que je me suis posée aussi, c'est effectivement, là, spontanément, quand vous arriviez, les gens parlaient des seniors, on se dit, bah oui, mais de toute façon, on est obsolète, on coûte trop cher, enfin, on a plein d'idées dans la tête de se dire qu'un senior, c'est ça. Mais pensez que entre un senior qui a 63 ans et un senior qui a 50 ans, c'est quand même difficile de faire une généralité sur ça, parce que c'est pas du tout la même chose, en fait. Et donc ça, c'est intéressant, j'ai trouvé, alors ça, c'est une synthèse de différentes études, où on dit en fait qu'aujourd'hui, alors ça c'est vraiment ressorti dans toutes les études, et là il y a une étude qui va être faite bientôt, et que le frein le plus discriminatoire en fait au niveau de l'embauche, c'est l'âge. Alors on n'arrête pas de parler de l'homme, la femme, du handicap, etc. Mais alors donc si on est senior, on est femme et handicapé, je vous dis pas, on ne sera jamais recruté. Donc là il faut vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut quand même essayer de faire attention, parce que moi j'entends autant hommes et femmes, maintenant, je pense qu'on est vigilant, on est vigilant sur certaines choses, mais vieux, combien de fois j'entends « Ah non, on ne le prend pas, il est trop vieux ». Je suis sûre que vous l'entendez souvent autour de vous. Oui, la même chose pour les jeunes, hein, on peut aussi avoir la même attitude. Donc c'est vrai que l'âge peut être un frein à l'embauche. Et souvent, on a j'essaie de réunir 3 grandes idées reçues. La première, c'est mauvaise maîtrise du numérique. Alors ça, je trouve ça super intéressant, parce que mauvaise maîtrise du numérique. Donc quand on a 63 ans, on est mauvais en entreprise au niveau du digital, mais c'est magique, à 65 ans, quand on est retraité, on est super bon sur Internet, on se met des applications, on utilise Waze, enfin, moi je prends en référence en fait les personnes qui sont autour de moi qui ont plus de 70 ans, et on appelle ça aujourd'hui la silver economy, c'est-à-dire qu'on sait, c'est des gens qui ont de l'argent et qui achètent du digital. Donc pourquoi ils ne le font pas avant en entreprise? Voilà, ça, pour moi, c'est un paradoxe que je trouve assez étonnant. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que c'est une étude qui sort du Forum de l'emploi international. C'est une étude qui a été menée en 2019, où on dit, en fait, ils ont fait un état des lieux de toutes les transformations de l'IA. Alors, il y a 2 chiffres qui sont donnés. C'est l'IA va supprimer à peu près 30% des postes et va transformer 50% des postes. Et du coup, ils se sont posé la question, c'est quoi les compétences du futur? Bah, quand on liste les compétences du futur, qui sont essentiellement des soft skills, c'est ce qu'ont les seniors. Donc, peut-être qu'il y a une opportunité là, peut-être à réfléchir. L'autre chose aussi, c'est de dire méthode archaïque. Alors, si c'est la référence de management, enfin, moi, je vois qu'il y a quelques seniors dans la salle, on sait que les méthodes de management, c'est des effets de balancier. Un coup, c'est la mode du participatif, un coup, c'est une mode En fait, les méthodes de management, c'est les mêmes depuis super longtemps et elles tournent. Donc, il n'y a pas un archaïsme, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment un archaïsme par rapport à ça. Salaires les plus élevés, donc ça, on va en parler, ça va être le sujet suivant. Ce qui est important, je trouve que moi, il y a 2 sujets que je trouve très intéressants. C'est dans toutes les études, alors ça, c'est un chiffre, mais il y a plein d'autres études qui le disent. En gros, les seniors, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, l'employeur, il n'en a rien à foutre de moi. Et il m'appelle que vraiment, quand il a des problèmes, il est dans la mouise, entre guillemets, voilà, il m'appelle à ces moments-là, mais sinon, il n'en a rien à faire de moi en termes de développement. Et c'est vrai qu'ils se sentent délaissés. Donc moi, je dis, si c'est juste un problème de reconnaissance, c'est quand même pas très dur à gérer, en fait, dans une entreprise. Faire de la reconnaissance, on sait le faire. Donc pourquoi on le fait pas? Parce que ça coûte pas trop d'argent, en fait. L'autre point qui est intéressant, c'est aussi les départs sont souvent liés aussi à des problèmes de santé. Et je pense que ça, bon, je vais pas, là, on rentrerait dans un débat énorme, mais c'est le débat sur la santé, c'est le débat sur pas mal de choses. Je pense que vous tous dans la salle, maintenant, votre médecin, c'est lui qui a main mise sur votre agenda. C'est-à-dire quand vous prenez un rendez-vous chez le médecin, il faut que vous soyez libre tout l'après-midi, dans 9 mois, enfin bon. Voilà, on sait, donc s'occuper de sa santé aujourd'hui, c'est un deuxième job. Hein. Enfin, voilà. Donc ça, c'est important de comprendre que peut-être que justement les points des seniors, on va parler aussi, je vous ai mis après l'absentéisme. Peut-être qu'il y a des choses à faire aussi en entreprise qu'on n'a pas fait pour les seniors qui permettraient de diminuer l'absentéisme. Parce qu'il y a 2 choses aussi qui sont très intéressantes. Des statistiques de la sécurité sociale, c'est intéressant, c'est qu'en fait, les seniors, ils ont peu d'arrêts de travail. En fait, le taux d'absentéisme, il est élevé parce qu'ils ont des longs arrêts, parce que c'est des gens qui peuvent avoir des maladies type cancer, etc. Donc, et en fait, ça fausse les chiffres. En réalité, c'est pas eux les plus absents. Et si on regarde les taux de nombre d'arrêts de travail, en fait, c'est chez la tranche la plus jeune où les arrêts sont les plus fréquents. Donc ça, c'est aussi une des idées reçues qu'il va falloir essayer de comprendre. Et là, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses au niveau QVCT dans les entreprises où on fait des plans de prévention pour aider les gens justement à prévenir certaines maladies. Le sujet le plus important, c'est l'usure professionnelle. Et on le sait tous, hein, quand on travaille 30 ans sur un job, au bout de 30 ans, on en a marre.
Et ça, c'est tout le monde. Donc, mais ça, il y a peut-être aussi des choses à faire. Je pense qu'en RH, on a une panoplie d'outils sur lesquels on peut gérer ça. Donc voilà, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a plein d'enjeux RH, mais la question des salaires dans tout ça, parce que c'était un peu notre sujet de ce soir, mais je pensais que c'était important que vous ayez le contexte. La question des salaires, tout ça, c'est, on a la perception, une des principales causes de la discrimination des seniors, c'est qu'on coûte cher. Alors là, je me suis tournée sur cette question-là. La première chose que je me suis fait, je me dis, il faut des data. Donc, j'ai appelé Virgile et je dis, t'as quoi comme data sur les seniors? Ouais, et nous, en fait, on a quelques données par rapport à l'âge, mais on en a très peu parce que c'est un reflet, je pense, que ce que tu disais avant. C'est autant on a toutes les données, par exemple, de genre ou de métier, parce que c'est une énorme source de préoccupation de nos clients d'arriver à faire ces analyses et on en reparlera un peu après, c'est une analyse d'équité en comparant les genres, en comparant les différents métiers, en comparant le positionnement marché. Autant on n'a pas eu en 4 ans une seule demande d'analyse et d'aller sur l'âge. Et donc, vraiment, personne ne s'est préoccupé de ce sujet-là parmi nos clients en disant, tenez, est-ce que vous voyez des détails? Et même, en fait, c'est marrant parce que je viens d'y penser, on n'avait pas parlé. On parlait d'un article qu'on va faire sur les échos, on a un papier annuel qu'on fait sur les échos. Et quand je repense à toutes les autres interactions qu'on a pu avoir avec les journalistes qui sont souvent intéressés par nos données, on n'a pas eu une seule demande d'aller analyser ces écarts par rapport à l'âge. Et alors que, et c'est normal, par exemple sur le sujet de genre, encore une fois, que ce soit nos clients, que ce soit les médias, on nous a demandé tous les jours, j'ai des demandes d'analyse, de demandes. Par contre, l'analyse sur l'âge n'est pas un sujet de préoccupation, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour le journaliste. Je ne vais pas dire que tout le monde s'en moque, à part Sophie, puisqu'elle a décidé d'en faire sa thématique ce soir, mais c'est un peu le cas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les seniors, en fait, à partir de 50 ans, représentent 30% de la population active, donc un tiers. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Et le taux, en fait, là où ça vraiment pêche, c'est à partir de 60 ans, puisqu'il y a eu cette culture du départ précoce. En fait, pour les 60 ans, 65 ans, rien n'est prévu, mais absolument rien. C'est un vide sidéral, on va dire. Et alors moi, j'ai essayé de chercher des données. Donc, j'ai trouvé une étude de France Stratégie qui date de 2018. J'ai pas mal cherché pour la trouver, je vous avoue. Alors, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué à expliquer. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué, parce qu'au niveau statistique, il faut le faire par génération. Donc, en fait, il faut suivre des générations, etc. Donc, les calculs statistiques sont assez compliqués. Mais il y a un constat que je trouve très, très intéressant. C'est qu'en fait, on estime que c'est plus élevé. C'est vrai au début, quand il est senior, c'est-à-dire qu'à 50 ans, c'est vrai. De 50 à 54 ans, c'est vrai. Ce constat-là est vrai. Mais à partir de 54 ans, pour le milieu ouvrier agent de maîtrise, il commence à perdre du salaire à partir de 54 ans, puisqu'on ne les augmente plus. Donc, ça veut dire, en fait, qu'à 60 ans, il y a des chances qu'en fait, il soit pas beaucoup plus élevé que les autres, en fait. Même moins, même, on va dire. Du fait de certaines, on va dire, systèmes de primes, etc. Il faut savoir que tout ce qui était le système, alors je reviens un tout petit peu en arrière, ici, c'est vrai que longtemps, et c'est encore le cas dans certaines conventions collectives, on a une évolution salariale par la seniorité, c'est-à-dire que les systèmes en fait de classification dans les conventions collectives peuvent favoriser par la seniorité, l'ancienneté, de pouvoir faire une sorte d'inflation en fait du salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pas mal d'entreprises ont essayé de dénoncer ce système-là. Ça fait des années qu'on le dénonce. Donc c'est vrai que, du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est toujours dans cet héritage? Je pense pas. Voilà, sauf là où il y a une forte syndicalisation, où là il y a eu vraiment des protections, mais sinon, dans les endroits qui sont moins syndiqués, ça n'existe plus. Et aussi, je trouve qu'un autre fait important que je trouve intéressant, c'est aussi, si vous avez fait du CNB dans votre vie, ou RH, on vous a demandé gentiment l'effet de Noria, c'est-à-dire remplaçons un vieux par un jeune parce qu'il coûte moins cher. Et on ne se pose pas la question si c'est adapté ou pas. On remplace et on fait des économies. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans dans mon job, donc je sais que ça se pratique. Donc ça, il y a aussi un héritage de ça. Et je vais reposer une deuxième question, et ça m'intéresse aussi, c'est que pourquoi aujourd'hui ça devrait être une préoccupation en fait? Je pense que c'est une préoccupation. C'est intéressant parce que je rebondis sur un point que tu disais tout à l'heure, le rapport à la temporalité des entreprises par rapport à leurs talents. Et je pense à celles et ceux d'entre vous qui sont RH, quand on parle des hauts potentiels par exemple. On va dire qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier nos hauts potentiels, leur faire un parcours de carrière pour qu'ils, sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années, alors qu'un senior qui a 50 ans, qui a un taux de projection dans le travail de 10-15 ans, il est tout de suite délaissé. On a un rapport à la temporalité de ça y est, son cycle est fini. Il y a 15 ans devant, mais tout se joue derrière alors qu'il y a 15 ans devant, alors qu'on est dans cette notion de temporalité dans les hauts potentiels, qui est comment on fait pour que la personne soit là encore dans 2 ans.
Donc déjà, ce rapport-là, juste en RH, avant d'arriver sur la notion des salaires, moi, me paraît incroyable, et en tout cas n'a pas changé dans ce rapport à la temporalité, à la vision de la carrière, de différence qu'on peut avoir entre des hauts potentiels et des seniors. Et après, sur la partie du salaire, mais après, tu en reparles un peu après, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le salaire, la valorisation des salaires, qu'est-ce qu'on met derrière le fait de l'augmentation des salaires, etc., qui est super intéressant sur ce qu'on met derrière, ce qu'on valorise. Et moi, j'ai un biais personnel qui va faire le lien avec le sujet de la thématique des seniors, qui est quand on parle des augmentations annuelles. Moi, par exemple, j'ai un côté sémantique, quelque chose qui te plaît. J'ai toujours refusé de parler des augmentations annuelles parce qu'on se met dans un cadre de fonctionnement qu'il est normal d'être augmenté annuellement et que c'est la norme, c'est d'être augmenté annuellement. On n'a peut-être pas progressé en niveau, on n'a peut-être pas progressé en compétences, mais on est augmenté annuellement. Si on n'est pas augmenté, c'est un signal de l'entreprise qu'on veut se faire sortir, etc. Et je pense que ça a un effet, cette culture de l'augmentation continuelle au fond de la carrière, pour faire augmenter les salaires, parfois jusqu'à le principe de Peter, etc., ou parfois jusqu'à un niveau où, et je pense qu'on peut se le dire, on surpaye des personnes, notamment seniors, et ça joue contre eux, et ça joue contre la perception des seniors dans leur ensemble, parce qu'on est censé les augmenter régulièrement, même si on estime qu'il y a un seuil au-delà duquel le gain en compétences et le gain en impact n'est pas forcément mesuré. Et moi, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les autres pays, ou certains pays, ou la Suède, quand on regarde pourquoi la Suède est le pays numéro 1, tu vas en parler, ça nous ramène en l'évolution salariale, les augmentations salaires, elles existent pourquoi, et elles viennent récompenser quoi. Et repenser ce schéma-là pour les seniors, je pense qu'on augmenterait pas mal l'employabilité. Moi, je sais que comme j'ai aussi une activité dans l'art, par exemple, c'est une vraie question pour les artistes, par exemple. C'est de se dire, est-ce qu'il faut être tout de suite cher sur le marché? Parce qu'après, il n'y a plus d'opportunités. En fait, ils ont la même logique. Hein. C'est-à-dire que quand ils gèrent leur carrière, il faut qu'ils réfléchissent à ce genre de choses pour qu'en fin de carrière, ils aient une vraie valeur. Et que parfois, il y a des artistes à 20 ans, ils coûtent super cher. Et puis, à 40, ils sont foutus parce que il ne se passe plus rien. Quoi. Donc, c'est vraiment... Donc, la logique aussi, c'est de lier, tu parlais tout à l'heure de talent, puis le people review, justement, avec ces évolutions de carrière. Mais là, je suis déjà dans la solution, donc je vais m'arrêter. Mais donc, pour reprendre, donc, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, l'effet de stagnation, de diminution joue contre eux. C'est-à-dire que sur la tranche de 60-64 ans, au final, ça serait intéressant de voir les datas parce qu'il y a des chances que... Et alors, justement, je reviens à la transparence salariale. Ça devient un enjeu et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu parce que aujourd'hui, on va le voir. C'est-à-dire que maintenant, ça ne va plus être caché. Oui, on en parlait en avant. Donc, évidemment, la transparence des salaires va mettre sur le devant la notion d'audit d'équité salariale que pratiquent déjà certaines entreprises, c'est-à-dire la logique de quand même se préoccuper de qu'est-ce qu'on rémunère, comment les gens sont rémunérés, à poste égal, entre les gens, etc. Et moi, ma prédiction, on en parlait un peu avec Sophie, c'est que cette espèce de focus accru sur les audits d'équité, de se préoccuper des gens à poste égal, etc., va de facto permettre d'augmenter le nombre d'études faites, le nombre et l'attention portée par les entreprises sur est-ce qu'on a des inégalités salariales et quid des seniors dans ce moment-là. Parce qu'en gros, là, beaucoup d'entreprises se préparent à faire évidemment des analyses d'écart hommes-femmes et d'aller justifier ces écarts avec des méthodologies statistiques de régression linéaire multiple, etc., pas trop forcément rentrer dans les détails. Une fois qu'on a tous ces outils, une fois qu'on a un contexte global de la notion d'équité de salaire qui sera bien plus fort demain, avec le droit à l'information des salariés qui vont avoir le droit de le dire, dont les seniors, comment est-ce que je suis payé, comparé aux gens qui sont sur le même poste ou un poste de valeur égale, tout ce contexte, toute cette seniorisation de la profession, toute cette demande de data va amener, à mon avis, des études bien plus approfondies et pas que sur le genre. Parce que ces lois sur la transparence des salaires viennent du groupe de travail au niveau européen sur la réduction des inégalités hommes-femmes, donc il y a cette teinte réduction des inégalités hommes-femmes, mais en fait, ce qu'elle amène sur le marché et ce qu'elle amène au niveau législatif, c'est une bien plus grande importance de la notion d'équité. Et ça ne va pas être que de l'équité entre les genres, ça va mettre sur la table plein de sujets d'équité, et dont les sujets d'équité dans la rémunération des seniors, et à mon avis, ça va faire augmenter de manière périphérique ces sujets de rémunération des seniors, les sujets de handicap, les sujets de plein d'autres types de discrimination potentielle, et donc on va avoir beaucoup plus de data, et à mon avis, il y a plein de sujets qui vont arriver en lumière très prochainement. L'autre axe que je voulais vous parler aussi, c'est assez intéressant, c'est quand on regarde la rémunération globale, en fait, où il y a un sentiment d'inéquité ou d'inégalité ou des choses qui ne se passent pas. Sur le collectif, il n'y a pas de problème, puisqu'on n'identifie pas les seniors sur le collectif. Mais en fait, là où ça va s'identifier, c'est au niveau individuel. Donc là, on a parlé du salaire. Il y a aussi, j'entends quand même régulièrement les gens dire, à partir d'un certain âge, il n'y a plus de prime de performance. Même si on a été performant, donc ça peut être intéressant de se poser la question pourquoi.
C'est comme les femmes, vous savez, quand on partait en congé maternité, ben, on n'avait pas de prime. Ça, il y a des choses qui ont un peu bougé quand même par rapport à ça. Les seniors ont un accès restreint aux formations et aux évolutions de carrière. Donc tout à l'heure, je reviens à l'histoire du digital. Bah oui, ils sont nuls en digital, mais on leur donne pas de formation. Donc ça tourne en rond en fait. Et les évolutions de carrière aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans l'évolution de carrière, on pense que l'évolution vers le haut. Aujourd'hui, et là, ça, je trouve, là, au niveau des syndicats, ça, je trouve ça intéressant, notamment pour les usines, pour plein de domaines, où l'évolution peut se faire aussi par la reconversion. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, comme on faisait beaucoup de plans sociaux, que les départs se passaient comme ça, la reconversion, c'était un peu du style, elle va faire du tricot, il va monter un stage de planche à voile, etc. Alors que la reconversion professionnelle aujourd'hui, il y a quand même des belles reconversions qui peuvent être intéressantes et les gens peuvent avoir, puisqu'on part sur du soft skill, après tout, et ce que je disais, on disait tout à l'heure un métier financier, peut-être pas, mais par exemple quelqu'un qui est responsable de vente, pourquoi pas? Donc, ou un RH, pourquoi pas? D'accord? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas revisiter l'évolution de carrière pour voir ça? Alors, il y a des entreprises qui l'ont déjà fait. Et puis, le troisième point, je pense vraiment où on a un problème, c'est, là, on a clairement vu tout à l'heure, c'est sur la reconnaissance. Et ça fait partie de la rémunération globale. Donc, ça, c'est un premier point où je me dis, ça peut être assez facile, assez rapidement de modifier sa stratégie pour répondre à ces points-là. Là, j'ai pris un exemple parce que ça m'est arrivé plein de fois dans mon boulot. Donc, vous êtes sur une matrice d'augmentation. Donc là, on est sur une matrice d'augmentation individuelle. Et là, typiquement, je pense à cette partie-là. La personne, elle fait le job où elle est performante. Et souvent, on a les seniors ici. C'est-à-dire que comme on dit qu'ils sont bien payés, il y a des chances qu'ils se retrouvent ici. Parce que là, ici, c'est le positionnement fait sur le marché. Qu'est-ce qui se passe souvent? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, moi, j'ai souvent vu des grilles, en fait, on se dit, non, on va pas augmenter, on met 0. Et puis, alors là, ici, j'ai vu aussi des 0. Et là, je comprends plus. Le gars, vous allez lui dire, vous êtes super performant. Ah, vous avez fait une bonne année, hein. Voilà. Et vous allez rien donner. Donc, du coup, la personne, elle va pas comprendre. Mais comment on gère cette situation? Alors, je voulais vous passer un petit film, mais on va pas avoir le temps. C'était un petit film mais on vous l'enverra. C'est sur une anecdote de comment annoncer à un salarié qui va avoir 0. Parce qu'en fait, on l'annonce pas déjà. Et là, je vous donne des techniques, donc je vous laisserai regarder la vidéo, c'est assez marrant. Et donc, du coup, c'est intéressant aussi de se poser cette question, parce que moi, c'est un travail que j'avais fait à l'époque, de se poser la question, est-ce que c'est pour des raisons de coût? Est-ce que c'est pour des raisons de discrimination? Est-ce que c'est pour des raisons de productivité ou d'adaptabilité on dit le 0%, en fait. Et c'est assez intéressant. Je prenais l'exemple, une fois, on m'avait dit, il y a ce formateur, non, on va pas l'augmenter parce que si, parce que ça, etc. Je dis, le problème, c'est que si tu ne l'augmentes pas, il va partir à la concurrence, parce que même s'il a 55 ans, comme il fait des choses que personne d'autre font, il va aller à la concurrence. Et si je le remplace, il faut que je prenne 3 formateurs. Et lui, il accepte de travailler, il va sur le Moyen-Orient, il va en Afrique, il accepte de travailler tard le soir, etc. Je lui dis, si je te prends 3 jeunes, je suis pas sûre qu'ils acceptent trop de rester tard le soir. Donc, c'est vrai que là, la question, c'est de se poser vraiment la question de pourquoi on met 0. Parce que je pense que les entreprises ne se posent pas la question. Si vous n'avez pas d'argent, là, c'est vite réglé. Mais si c'est pas ça, est-ce que vous n'êtes pas dans la discrimination? Et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, ça va se voir que vous êtes discriminant. Donc, voilà, je pense que ça serait un principe de précaution. L'autre chose que je trouve intéressante, ça, c'est une étude qui a été faite en 2010 et j'avais mis dans mes premières éditions et qui se projetait sur 2020. Et je trouvais ça très intéressant, c'est qu'en fait, ça mettait les générations. Donc, à l'époque, les seniors, c'était les baby-boomers. Et quand on regardait ce qui les motivait à rester dans une entreprise, c'est essentiellement de l'argent. Donc, une augmentation, une prime, etc. Donc, ça veut dire que quand on donne 0, il y avait 0 rétention. Alors, peut-être qu'à l'époque, on n'était pas intéressé effectivement de les retenir, donc ça avait du sens. Ce qui est intéressant, c'est que la génération des seniors aujourd'hui, en fait, c'est la suivante, c'est celle-là. D'accord? Donc, ça serait intéressant. Et moi, j'ai cherché des données aujourd'hui actuelles. Il n'y en a pas. On n'a pas fait de recherche sur ce sujet de qu'est-ce qui les intéressait. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est le télétravail. Alors, on dit d'un coup, voilà, on dit des adaptations des horaires. Enfin, on dit plein de choses, mais il n'y a pas vraiment de vérification de ce qui vraiment les motive. Moi, personnellement, l'argent et la évolution de carrière, ça me motive toujours. Hein. À 55 ans, je suis toujours motivée. Donc, je pense quand même qu'il y a des choses comme ça où ça serait bien aussi d'avoir un peu de data aussi sur… Ça, la plupart des études, une fois qu'on enlève le biais de l'anonymat et du non-anonymat, on retombe sur en fait que le critère numéro 1, ça reste l'argent, ou en tout cas, sans rentrer dans le détail, le critère le plus important, qui permet ensuite de se projeter sur la quête de sens, l'aménagement, la flexibilité. Mais il y a eu post-Covid une surinflation de les gens veulent maintenant
l'argent c'est plus important, ils veulent de la flexibilité, du sens au travail. Non, les gens, ils restent vouloir avoir un salaire qui leur paraît être convenable par rapport à leur niveau de vie. Ensuite, peut-être qu'il y a eu une montée du sens de notre travail, de la flexibilité, mais le salaire, ça reste numéro 1 dans toutes les études un peu sérieuses. Voilà, je vous mets juste une petite image de l'APEC, hein, c'est une des dernières campagnes de pub de l'APEC. Donc effectivement, ça choque, hein, si on le met comme ça choque. Voilà, et je voudrais terminer, je voudrais conclure en fait sur un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qu'on voit par rapport à tout ce que je vous ai dit, quelles sont les solutions qui sont trouvées par les entreprises. Globalement, en fait, si on suit ce que dit Virgile, l'idée c'est de continuer à considérer les seniors comme des salariés engagés, potentiellement performants, c'est-à-dire les traiter comme les autres. D'accord ? Donc ça, ce serait normalement ce qu'on devrait faire. Et du coup, là, il y a plusieurs choses. Donc, c'est stopper les discriminations. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré la campagne de pub de l'APEC. Mais il y a plein d'entreprises qui ont commencé à le faire, qui ont montré que les seniors pouvaient être des gens dynamiques, innovants, qui apportent à l'entreprise, etc. Donc ça, c'est plutôt les grandes entreprises qui ont des grandes campagnes corporate qui font ça. L'autre chose, c'est d'avoir une politique de rémunération non différenciée. Donc, c'est-à-dire que si on ne met pas... Si votre grille salariale, vous sortez et vous mettez 0 au senior, il va falloir vous justifier. Donc ça commence à être intéressant. Et lutter aussi contre l'usure professionnelle. Donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant à voir parce que l'idée, c'est de se dire, on va les aider à être comme les autres, en fait. Alors c'est vrai que ça fait un peu comme pour les handicapés, mais l'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut les aider avec cette usure professionnelle pour qu'ils soient de nouveau motivés, etc. En sachant qu'on n'a pas trop le choix. N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai dit, on est sur un taux sur les 60-64 ans, on est sur un taux d'emploi qui est de 35%. Le gouvernement, il a annoncé là, dans sa mesure 65% d'ici 2030. On a 7 ans pour doubler le chiffre. Je sais pas gagné, je pense. Valoriser l'expérience. Donc ça, c'est intéressant, c'est de se poser la question comment on va monétiser cette expérience. Alors là, nous, on a des solutions parce qu'on sait que dans les études de poste et les études de salaire, dans le temps, il y avait plein de méthodes qui considéraient en fait cette compétence et cette expérience. Il y avait des niveaux d'expertise. On utilisait d'ailleurs le mot senior pour identifier par rapport à junior. Donc ça existe. C'est juste de se poser la question de se dire est-ce que, je ne sais pas, toi, dans ton benchmark, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez aujourd'hui ? La notion d'expertise, d'autonomie, de complexité, oui, dans la qualification du degré de poste, comme en fait toutes les méthodologies plus ou moins poussées de poser de poste. D'accord. Et est-ce que tu le vois utilisé par tes clients ? Ça, c'est plus dur à dire. Oui, si, utilisé de manière générale. Est-ce que c'est utilisé, encore une fois, pour valoriser suffisamment les populations les plus seniors ? Je ne saurais pas te dire. D'accord. Et l'autre point, alors ça, le point qui marche super bien, on est super bon depuis quelques années, c'est la mise en avant du tutorat et la rémunération du tutorat. Ça, on sait faire. Dans pas mal, on va dire, dans pas mal d'entreprises, ça a été mis en place. Dans un certain nombre de conventions collectives, ça a été mis en place, où il y a une prime de tutorat, on met en avant la personne. Donc là, on fait le travail de reconnaissance, on fait le travail de monétisation, etc. Donc ça, c'est un sujet, j'avoue, j'ai regardé, il y a beaucoup de documentation là-dessus. Après, je parle aussi des autres places de modalités de contrat. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez tous vu dans votre entreprise. À un moment donné, on se dit, la personne, on voudrait qu'elle continue de bosser pour nous, mais bon, elle ne veut plus être dans notre masse salariale, donc on va le mettre consultant. Donc ça, c'est vraiment été une pratique très courante depuis beaucoup d'années qui est encore là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi d'autres solutions, pas que forcément d'être consultant. Je pense à des techniques comme l'entrepreneuriat. C'est une pratique, par exemple, qui a été faite à la SNCF où on va aider les gens à la reconversion professionnelle, mais on va continuer à payer leur salaire. Vous avez aussi des entreprises qui font aussi des reconversions professionnelles au sein même de l'entreprise, mais qui considèrent que la personne ne va pas perdre de salaire, donc ils vont faire des formes de contrats spécifiques pour pouvoir continuer à la payer la personne de la même façon. Voilà, je pense que là, ici, on n'est pas trop créatif. Alors, c'est vrai qu'on a un droit du travail qui est quand même assez contraignant, mais peut-être, il faut savoir, moi, je vous donne un exemple. À l'époque, alors je vous dis ça il y a 30 ans, quand je travaillais avec les Québécois, ils me disaient « Ah, l'usure professionnelle, c'est facile, tu fais une bourse aux emplois. » J'étais là, c'est quoi une bourse aux emplois ? En fait, il y a un gars, il veut faire le tour du monde, il met son job, il y a quelqu'un qui le prend pendant 6 mois, et lui, il part faire son tour du monde, il revient, et le gars, il a acquis de l'expérience. Alors, c'est vrai que pour eux, c'est paraît très simple, donc j'imagine faire en France, c'est un peu plus compliqué. Mais l'idée aussi, c'est de se dire, peut-être, on pense au Vie ma vie pour les jeunes, peut-être Vie ma vie, peut-être pour les seniors, où ils peuvent aller prendre des postes sur une durée d'1 an ou de 2 ans, et puis ça les rebooste un peu, de faire autre chose. Donc ça aussi, je veux dire, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites.
Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les choses que moi, j'ai un peu pu voir et que j'essaie de réfléchir, etc. Je vous reparlerai après de celle-là. Ce qui est intéressant, hop, je vais ici. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense que ces 2 points-là, vraiment, moi, j'insisterai si on reste sur le CNB pur, parce que là, je vous ai parlé de choses qui, quand même, avec un biais RH. Si on passe sur le CNB pur, vraiment, aujourd'hui, la question, pour moi, la priorité numéro 1 sur la rémunération des seniors, c'est préparer votre transparence salariale, parce que il y a des chances que vous allez vous faire aligner. Donc, regardez bien comment vous pratiquez, quelles sont les pratiques chez vous vis-à-vis des seniors, comme pour les augmentations, pour les primes, pour tout ce qui est système en fait individuel de rémunération. Et puis aussi, réfléchissez comment monétiser cette valorisation. Peut-être regarder ce que font les pays voisins, hein, tout à l'heure ce qu'on parlait, c'est de dire comment on peut le valoriser, on peut le faire différemment. Et puis éviter aussi notre travers français d'être dans toujours l'accumulation, c'est-à-dire qu'on rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Peut-être essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut simplifier et de l'autre côté, de les transformer. Donc, par exemple, je vois, ils ont pas mal réfléchi, alors ça, c'est plus au niveau des conventions collectives, mais sur des systèmes de primes pour reconnaître, en fait, l'expertise, certaines formes d'expertise. C'est-à-dire qu'ils disent, OK, on comprend qu'on ne peut pas donner une augmentation de salaire, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même avoir des compensations monétaires? Donc, c'est vraiment cette question qui s'est posée. Je reviens juste en arrière. Le dernier point, effectivement, c'est ce que j'ai mis là. Pardon, excusez-moi. Nécessité, en fait, l'autre point qui est hyper important, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on a dit, c'est un peu la critique que j'ai fait au début, c'est de dire, si on parle des seniors, c'est 50 ans, et puis avec 67 ans, hein, n'oublions pas, ça peut aller jusqu'à 67 ans, même 70 ans. C'est long. Moi, je trouve ça super long, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que 10-15 ans, c'est super long, quoi. C'est ce qu'on dit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, je me dis, est-ce qu'au lieu de penser en âge, est-ce qu'on ne pourrait pas parler en proximité de retraite? Parce qu'en fait, dans chaque activité, on va se rendre compte, par exemple, les syndicats, eux, ce qu'ils veulent, c'est négocier la retraite progressive. D'autres personnes, ils vont négocier effectivement qu'on parte à la retraite plus tard, mais avoir des aménagements de temps de travail. Hein, c'est ce qu'on disait. Ça, c'est des choses qu'on fait facilement. Donc, du coup, c'est peut-être se dire, peut-être réfléchir à une politique qui va être pas en fonction de l'âge, mais en fonction de la proximité de la retraite et de faire une analyse, de dire ma population, elle part quand en retraite. Et je me souviens une fois, pour mon autre ouvrage sur la rémunération, la préface avait été faite par le VP CNB d'Orange. Et il me disait, là, en ce moment, on a des départs, tous les mois, il y a 300 personnes qui partent, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal on va dire, d'activités qui sont dans ces cas-là. Alors, on est un peu dans une période un peu bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on a une pénurie de main-d'œuvre, mais on sait qu'à terme, dans certains secteurs d'activité, on va avoir de nouveau des plans, de nouveau des réductions, parce qu'on sait que ça va être l'impact de l'IA, mais qu'il va falloir récupérer des gens quand même pour pouvoir faire le job. Et comme on a dit, l'IA, l'idée, c'est que ça va mettre en avant les soft skills. Donc, il y a peut-être un truc à faire, quand même, ça peut être intéressant. Et puis, voilà. Donc, moi, je voudrais juste conclure. En fait, je vous mets cette image-là pour conclure, parce qu'en fait, je me suis dit, au départ, je vais faire un truc super intellectuel et tout. Et comme j'ai aussi ma casquette scénariste, je voulais faire quelque chose d'un peu plus émotionnel, parce que c'est ma vie de tous les jours. Moi, aujourd'hui, je travaille avec des gens avec plein d'âges différents. C'est un peu à cette image-là. Et c'est que du bonheur, en fait. Et en fait, pour moi, la vraie réponse, c'est diversité et inclusion. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Moi, j'ai fait un master en scénario il y a 4 ans. J'avais 5 ans. Je venais de passer mes 50 ans. J'ai travaillé qu'avec des jeunes qui avaient entre 18 et 24 ans. Et ça a été extraordinaire, quoi. J'ai énormément appris d'eux. Donc, je pense qu'effectivement, peut-être une des réponses aussi sur comment on va traiter les seniors, comment on va les rémunérer, comment on va adresser tous les sujets RH dont on a parlé, c'est peut-être aussi de poser la question de cette diversité et de se dire comment on va la pratiquer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a beaucoup parlé des contrats intergénérationnels, ça a été beaucoup la mode à un moment donné, on en a pu reparler, mais c'est vrai que cette solution-là, c'est peut-être aussi ça, c'est-à-dire que et il y a plein de gens, je sais, qui me l'ont dit, là où je vois dans la salle, qui me disent avec l'IA, les jeunes, ils appuient sur un bouton, ils pensent qu'ils ont la bonne réponse, mais c'est pas ça, voilà. Et moi, je suis un vieux con et je dis que c'est pas ça. En fait, la solution, elle est entre les deux, c'est justement d'apprendre chacun de se dire, moi, en fait, je me mets pas facilement sur l'IA, donc le jeune, il va me montrer, mais je vais apprendre aux jeunes que ce qui sort de l'IA, peut-être qu'il faut qu'il ait une prise de recul et qu'il puisse y mettre sa valeur ajoutée. Et je pense que c'est ce compromis-là. Voilà, j'aimerais conclure là-dessus parce que je trouve que c'est bien de conclure sur quelque chose d'un peu beau. Alors, c'est peut-être complètement idéaliste, mais voilà, je voulais terminer là-dessus. Je remercie Virgile.
Merci Hervé. Et puis, j'espère que je n'ai pas trop débordé pour les questions. J'ai pas l'impression.